En moins d'une heure, tout est parti en fumée. Écartez-vous, messieurs, s'il vous plaît, les voitures sont rapides. On apprend que le préfet Bonnet est en garde à vue. 3 gendarmes, dont un colonel, ont été placés en détention. C'est une affaire qui est vraiment stupéfiante. Le préfet Bonnet bénéficie de la présomption d'innocence. Ce qui m'a fait du mal, moi, c'était ce tract ferro-balance des flics. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est qui a donné l'ordre. J'en ai marre, c'est facile, il suffit d'y foutre le feu, je vous en charge. La préfecture est un rendez-vous de malfrats. C'était presque une mission sacrée. La première étape d'un processus criminel bien plus important. Affaire d'État ou de l'État, scandale d'une politique incontrôlée, dérapage de fonctionnaires sous influence. Dans un contexte exceptionnel, l'affaire des paillotes a fait vaciller le gouvernement Jospin. Dans la nuit du 19 au 20 avril 1999, sur la plage de Caladors, au sud d'Ajaccio, une crique aux eaux turquoises, un établissement est la proie des flammes. Le feu a été allumé par des gendarmes d'une unité spéciale. L'ordre est parti de la préfecture d'Ajaccio. Le simple fait divers prend une ampleur nationale. Des gendarmes d'élite, leurs supérieurs, des hauts fonctionnaires sont arrêtés puis condamnés. Pour la première fois dans la Ve République, un préfet est emprisonné. Pourquoi ? Comment ? Des hommes promus à de hautes responsabilités ont-ils revêtu des cagoules et joué les incendiaires ? Pourquoi ont-ils obéi à des ordres illégaux ? Que sont-ils devenus ? Retraité à Paris, le préfet Bonnet ne s'était pas exprimé depuis 15 ans. Un passant parmi d'autres dans Paris. L'ancien préfet Bonnet a appris à vivre sans les honneurs. Il a été emprisonné, condamné pour avoir donné l'ordre de mettre le feu à une paillote. Il n'a jamais plus exercé de fonction depuis. Bonjour. Aujourd'hui, je suis retraité, un retraité actif à Paris, mais plutôt dans le domaine du loisir. Je n'ai pas de fonction professionnelle et donc je suis un retraité, un piéton de Paris à Paris. L'ancien préfet ne s'était pas exprimé depuis 15 ans. Il confie avoir subi le contre-coup. Cancer, infarctus. Aujourd'hui, il va mieux. Mais comme au premier jour, il reste figé et en colère. Il n'a jamais ordonné de mettre le feu à une paillote. Une affaire difficile, délicate. Il y a à la fois le sentiment du gâchis, et je dois le dire, et ça n'est pas très confortable, mais une très grande colère qui en 20 ans ne s'est pas totalement apaisée sur la manière dont les choses se sont passées, notamment sur le plan judiciaire. Aujourd'hui déchu, autrefois tout puissant. Tout a commencé en février 1998. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, choisit Bernard Bonnet, un républicain sans état d'âme, pour succéder à Claude Érignac, qui vient d'être assassiné. Après ce choc national, l'État entend mettre les moyens. Moins d'une semaine après le lâche assassinat de Claude Érignac, un nouveau préfet, M. Bernard Bonnet, qui se tient à ma gauche, a été désigné. Je le connais. Il a toute la confiance des pouvoirs publics dans leur ensemble, dont la volonté ne faillira pas. M. Bonnet est un républicain, un homme ouvert, mais un républicain énergique. Bernard Bonnet, c'est l'homme sur lequel compte l'État pour établir l'état de droit. D'abord, ça a été avec beaucoup d'émotion, beaucoup de détermination de faire respecter l'autorité de l'État et un grand honneur d'avoir été choisi pour exercer ses responsabilités dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles. Et je voudrais dire aussi
comme l'a dit Monsieur le ministre, pour toute la population corse, pouvoir participer à ce qui est son attente sans doute la plus forte, c'est la paix, et se retrouver en paix avec elle-même, et donc par conséquent mettre tout en œuvre ce que les services de l'État pourront faire pour permettre aux Corses de parler et non plus d'être obligés parfois de chuchoter. Mon souvenir, si vous voulez, c'est une émotion intense, et ensuite qui a été noyée par une activité dont on peut quand même dire qu'elle a été aussi intense. Le préfet prône le retour à la fermeté. C'est le nouveau visage de l'État en Corse. Avec ses proches collaborateurs, il travaille d'arrache-pied. Lutte contre la corruption, les plastiquages, il multiplie les missions d'inspection. En janvier 1998, des contrôleurs sont envoyés au Crédit Agricole. Il fait usage intensif de l'article 40. L'article 40, c'est quand un fonctionnaire saisit la justice parce qu'il croit connaître une infraction qui a été commise. Bien, j'en ai fait plus de 70 en un an. Enfin, c'est quelque chose de... Et pour m'assurer que ces articles 40 ne seraient pas enterrés, je m'arrangeais pour les médiatiser en partie. Résultat, les magistrats avaient raison. Ils avaient le sentiment d'être un peu instrumentalisés. C'est-à-dire que je leur adressais un article 40 et en même temps je le faisais savoir. Ce qui fait que le magistrat qui lui décide ce que vaut ou ne vaut pas l'article 40, il s'estimait mis sous pression. Donc ça a créé, je dirais, un climat un peu difficile. L'Assemblée de Corse est tenue de raboter son beffroi. Il dépasse de 11 mètres. La gestion du RMI au Conseil général est dénoncée. Le préfet s'attaque aussi aux décharges sauvages. Les procédures se multiplient. Invités à l'Assemblée de Corse, les nationalistes attendent le préfet de pied ferme. Alors nous n'avons qu'une seule question à vous poser, monsieur le préfet. Elle ne s'adresse pas à l'homme, bien entendu. Elle s'adresse aux représentants de l'État et aux prérogatives exorbitantes dont celui dispose au regard des nécessités de la modernité, du développement économique, social et culturel, de la justice et de la liberté d'un peuple à maîtriser son destin dans le cadre de relations apaisées et librement consenties. Cette question est simple. Quand comptez-vous partir? Vous m'avez demandé quand je partirai. Eh bien, je vais vous le dire. Je partirai quand vos amis cesseront le racket. Je partirai quand vos amis cesseront d'assassiner dans les fêtes de village. Je partirai quand vos amis cesseront de déposer des explosifs. C'était quand même très violent, mais c'était assez théâtral. Mais c'était fort. C'était un instant fort, effectivement, je m'en souviens très bien. J'avais été convoqué par l'Assemblée de Corse pour expliquer quelle était cette politique dite de rétablissement de l'état de droit. Et je me souviens d'ailleurs, avant cette interpellation de M. Quastana, avoir dit devant l'Assemblée de Corse que je constatais que la politique de rétablissement de l'état de droit était en train d'échouer, ou en tout cas d'être freinée, parce qu'elle créait l'état d'exaspération. J'avais employé ces mots-là. À la rentrée solennelle du tribunal d'Ajaccio, c'est le bâtonnier Antoine Solacaro qui l'apostrophe. Alors, monsieur le préfet, me direz-vous, c'était avant le 6 février 1998, certes. Le préfet quitte la salle. Mais monsieur le préfet, les fraudes électorales de mars 1998, c'était après? La dénonciation juste et efficace de la fraude électorale. Fraude électorale, cette catin qui a accouché du terrorisme. Elle n'est pas venue de vous, si prompt à brandir l'article 40. Et même au contraire, votre administration a déposé un mémoire s'opposant à la requête de ceux qui dénonçaient la fraude. La contestation s'amplifie, le rétablissement de l'état de droit piétine. Arrive alors sur le bureau du préfet un dossier non résolu par son prédécesseur, celui du littoral et des paillotes qui l'encombrent illégalement, symbolique aux yeux du préfet du retour à l'état de droit. Le préfet entend les faire démolir une à une.
Le 9 avril, des bulldozers et des camions du génie militaire roulent vers la plage d'Argent. La justice a donné son feu vert pour la destruction de 2 paillotes installées illégalement. L'un des 2 propriétaires s'est retranché dans son établissement. Sur place, une foule est venue apporter son soutien aux restaurateurs. Le président de l'Assemblée de Corse, José Ross, tente lui aussi d'apaiser les choses. L'ancien ministre François Léotard est là. Monsieur le Président, bonjour. Est-ce que j'ai la possibilité de visiter seul avec monsieur J'ai des instructions. Vous ne pouvez pas pénétrer sur le périmètre de sécurité. On va respecter la décision. Voilà. Les pêcheurs bloquent le port en signe de soutien. L'Assemblée de Corse vote une motion pour soutenir les exploitants de paillotes qui acceptent de démonter le 30 octobre. Bernard Bonnet demande aux forces de l'ordre de quitter les lieux. Pour le préfet, c'est une défaite personnelle. Bernard Bonnet ne l'a pas supporté parce que la classe politique, quelques éléments de la classe politique insulaire se mettent aux côtés de ceux qui enfreignaient la loi et refusaient l'exécution des décisions de justice. Ils le vivaient comme presque une attaque personnelle. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'affaire de Maresol. Isolé, enfermé, le préfet veut montrer un signe fort. La politique de l'état de droit doit rester vivace, quitte à passer par une solution ultime. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée. Les faits divers pour ouvrir ce journal. Un incendie a entièrement détruit le restaurant sur la plage d'Acquadoria à l'enseigne chez Francis sur la commune de Cotitia à Varie. Le feu s'est déclaré vers 3 heures ce matin, un établissement créé il y a de cela 25 ans. C'est un truc inoubliable. On ne peut pas oublier le plus que... Bon, j'ai prouvé que si l'établissement brûlait, il y avait assez de gens pour me donner un coup de main pour remonter. Mais le plus qui m'a fait du mal, moi, c'était ce tract Ferro balance des flics. Au début, je pensais un peu à la jalousie, les 2-3 premiers jours. Mais après, quand on a vu que tout sortait et tout, j'ai très bien compris. Je me bats pour vivre en Corse. J'ai un nom continental. Mon sang, il est corse. Et je trouve que c'est pas logique. Parce que certains ont pas les couilles, excusez-moi de parler comme ça, de se battre. Et voilà ce qu'on devient. Vous pensez que c'est de la jalousie ? Oui, parce qu'on a trouvé des papiers, Ferro balance aux flics. Et de ce pain-là, je n'en mange pas. Je voudrais que la personne qui m'a fait ça l'entende très bien. Mardi 20 avril, 2h du matin, sur la plage de Caladorte, la paillote chez Francis s'embrase. Un pêcheur qui dormait à côté est réveillé par les flammes. Les pompiers arrivent sur place. Il ne reste que des cendres. C'est la paillote chez Francis, une institution depuis 1974, illégale. Yves Ferraud occupe les lieux sans titre toute l'année sur le domaine public maritime. Il a été condamné à démonter sa paillote par la justice. Demander simplement la démolition de cette paillote qui était donc construite sur le domaine public maritime. Alors que le domaine public maritime, on ne savait pas exactement où il était, à telle enseigne qu'il y a des particuliers qui ont revendiqué cette partie sur laquelle la paillote était installée. Sur place, en suivant des empreintes laissées sur le sable, les gendarmes découvrent des indices troublants. Un tract balance des flics. On pense à un règlement de compte. Puis, plus étonnant, un bidon d'essence vide, une cagoule, un poignard de 28 cm, utilisé par les commandos de gendarmerie. Enfin, et c'est là le plus surprenant, une radio de la gendarmerie
L'appareil est réglé sur la fréquence G162 014, le canal réservé à l'unité du peloton de sécurité, le fameux GPS, une unité spécialisée aux ordres du préfet. On a vu assez vite qu'il y avait un coup foireux, une drôle d'histoire, qu'on avait mis le feu volontairement à cette paillote et qu'il n'était pas impossible que des gendarmes y aient participé. Et c'est comme ça que l'affaire a démarré, avec ensuite différents rebondissements pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui nous ont vraiment estomaqués avec les collègues. Chaque fois, on apprenait des éléments nouveaux assez étonnants. Des gendarmes étaient-ils en mission ce soir-là? La gendarmerie donne des noms. L'un de ces hommes n'est plus en Corse. Le capitaine s'est volatilisé. On retrouve sa trace au service des grands brûlés de l'hôpital Rangueil à Toulouse. On le soigne pour des brûlures à la main et au visage. Le colonel Mazer, chef de la Légion de gendarmerie en Corse, donne une version officielle pour le moins surprenante. 3 hommes du GPS se trouvaient en mission de surveillance. Le capitaine Norbert Ambrosse, le lieutenant Denis Tavernier et l'adjudant-chef Éric Moulier lorsqu'un incendie s'est produit. Le chef de la gendarmerie en Corse, Henri Mazer, et les 3 gendarmes sont placés en détention provisoire. En Corse, depuis plus d'1 an, depuis l'assassinat du préfet Erignac, tout était basé officiellement sur le rétablissement de l'état de droit. Mais depuis hier soir, il s'agit surtout du droit de savoir pourquoi des gendarmes auraient participé à la destruction par explosif d'une paillote située sur une plage près d'Ajaccio. Le spectre d'une opération venue de plus haut plane au-dessus de la Corse. Ça va très bien. Et vous? On peut vous poser une petite question? Le préfet est convoqué en urgence à Matignon. Je rentre ce soir à 18h. Vous avez été convoqué ou c'était prévu avant? J'ai de nombreuses réunions de travail. Même à un moment, je demande, il n'y a personne dans l'administration, au sens large, qui serait dans cette affaire. Il me dit, moi, bien sûr, non. Le secrétaire général, bien sûr, non. En revanche, je ne serais pas aussi affirmatif, nous dit-il, sur le directeur de cabinet, qui était Gérard Pardini. Alors ça nous semble un peu bizarre. On lui dit, ah bon, vous soupçonnez quelque chose? Non, mais je ne suis pas affirmatif. Ça, c'est un peu le style de Bernard Bonnet, allusif, etc. Voilà. Donc on sort de l'entretien avec le sentiment que tout ça n'est pas très clair, mais enfin que le préfet n'a pas de soupçon particulier. Et nous, on n'en a pas sur lui, en tout cas. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur renouvelle sa confiance au préfet. J'ai entendu moi-même monsieur le préfet Bonnet qui m'a dit tout ignorer de cette opération et je n'ai pas, à l'heure qu'il est, la moindre raison de mettre en doute sa parole. L'ancien chef d'état-major Bertrand Cavalier, c'est l'homme qui a fait accélérer l'enquête. Il fut pendant longtemps l'homme de confiance de Bernard Bonnet avant d'être mis à l'écart. Après l'affaire des paillotes, il a quitté la gendarmerie. Il travaille aujourd'hui dans le privé. En mai 1999, le chef d'état-major se présentait au palais de justice d'Ajaccio. Il affirmait que le préfet Bonnet était au courant. J'avais donc appris par un pur hasard ce projet que je considérais comme absurde. En fait, c'était Norbert Ambrosse qui me confie que je n'ai pas toutes les cartes en main. J'essaie d'en savoir plus et là, il me livre cette information comme quoi le colonel Mazer monte une opération qui consisterait à brûler une paillote. Alors, ce qui m'a conduit donc là à faire des démarches auprès du préfet Bonnet, à exposer ma totale opposition à ce projet, le dire également solennellement au colonel Mazer, également demander à mes camarades du GPS surtout ne pas aller dans cette direction-là, sachant que ça me paraît totalement absurde. Dans un contexte dont je rappelle qu'il était
quand même très particulier, marqué par des attaques de brigades. Il y avait un contexte de très grande violence. Attention, messieurs, vous écartez un petit peu, s'il vous plaît, pour laisser passer la voiture. Ces révélations sont graves. Le soir même, le juge d'instruction, le parquet au complet, perquisitionne la préfecture de Corse et place le préfet Bernard Bonnet en garde à vue. Devant les grilles de la préfecture, quelques manifestants chantonnent les airs des gendarmes de Saint-Tropez. Les investigations orientaient les recherches vers la préfecture. Ça semblait pas simplement une action de la gendarmerie, mais également d'autres parties prenantes et l'échelon supérieur, c'est-à-dire la préfecture de région. Et c'est comme ça que le juge a décidé. Nous, on l'a soutenu dans cette démarche. On lui a même dit qu'il c'était nécessaire de procéder à cette perquisition. À 22h, dans les voitures de la gendarmerie, le plus haut représentant de l'État dans l'île et son directeur de cabinet quittent leur bureau sous les insultes. Ils vont passer la nuit sous bonne garde. L'épisode est inédit. À 20h, 20h30, sont arrivés dans mon bureau des magistrats accompagnés de policiers. Alors au début, elle m'a réagi assez mal d'ailleurs. Vous êtes placé en garde à vue. Bon, très bien. Voilà, oui, ça je me souviens très bien. Oui. Je pense que c'est pas neutre. C'est le lieu du représentant de l'État. C'est un lieu symbolique en Corse. Moi, cette préfecture, j'y allais souvent pour des réunions. J'étais pas là depuis très très longtemps. Moi, je suis arrivé en toute fin 96 et du temps du préfet Rignac, j'étais invité à des cérémonies, et donc c'est un lieu un peu symbolique. Le palais Lantivie, cour Napoléon, Et ça a été un moment assez fort aussi d'arriver à plusieurs avec des collègues du parquet, des juges d'instruction dans cette préfecture. L'affaire va-t-elle remonter plus haut ? À l'Assemblée nationale, le Premier ministre et son gouvernement sont violemment attaqués. Hier, on apprend que le préfet Bonnet est en garde à vue et que la préfecture est perquisitionnée. Un quotidien du soir titre aujourd'hui « La préfecture est un rendez-vous de malfrats ». S'agissant des propos que vous colportez, monsieur le député, imputant au Monde l'expression « repère de malfrats » à propos de la préfecture, je vous ferai rentrer ces mots dans votre gorge. Parce que, laissez-moi vous dire que le préfet Bonnet bénéficie de la présomption d'innocence. Je vais vous lire 2 phrases de cette lettre manuscrite qui m'est arrivée peu avant midi. Je vous confirme solennellement les propos que j'ai tenus dans votre bureau le 27 avril dernier. J'affirme sur l'honneur que j'ignorais que des gendarmes, du GPS ou d'autres unités étaient en mission dans l'année du 18 au 20 avril 1999 à Coty-Chiavari. Sur les bancs de l'opposition, on demande le vote d'une motion de censure. La droite se déchaîne, elle veut renverser le gouvernement. Lionel Jospin vacille, mais tient bon. Je vous mets au défi de trouver à Matignon un quelconque cabinet noir. À Matignon, tous les membres du cabinet sont des membres officiels. Il n'y a aucun membre officieux de ce cabinet. L'accusation, évidemment, si elle était avérée, c'était terrible. Je veux dire, le gouvernement ne peut pas à la fois dire il faut respecter l'état de droit et puis commencer par ne pas le respecter lui-même. Donc tout ça est en effet très, très troublant.
Il y a la scène quand même très pathétique, parce que moi j'ai pas toujours été d'accord avec Monsieur Chevènement, mais enfin c'est quand même un grand homme d'État, hein, où il brandit à l'Assemblée nationale un message, une lettre de Bernard Bonnet qui l'assure qu'il n'y est pour rien. Il dit donc moi j'ai toute confiance dans ce préfet. Voilà. Bon, donc ça fait une personne de plus qui est mise dans une situation impossible. De défendre son préfet, ce qui est le rôle du ministre de l'Intérieur, mais sur la base de renseignements qu'il lui donne et qui sont faux. Bertrand Cavalier se présente au palais de justice pour la 2e fois. Il remet un dictaphone au juge d'instruction. Le gendarme a enregistré le préfet quelques jours plus tôt. Vous êtes allé faire aujourd'hui au palais de justice. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette cassette? Je reste d'une discrétion totale. C'est sur la cassette, mon collègue. Je suis convoqué par le préfet Bonnet. C'est là que, quelques minutes avant de me rendre à la préfecture, pensant que c'est un véritable traquenard, je prends donc un appareil pour enregistrer la conversation du préfet, ce qui me sera extrêmement utile après, y compris d'ailleurs pour Gérard Pardini, puisque dans cet enregistrement, le préfet Bonnet charge son directeur de cabinet. Je pense que le préfet Bonnet va essayer de prendre toutes les mesures pour se protéger, alors que pour moi, il a connaissance et il est pour moi dans cette chaîne qui a abouti à cette opération. Donc, je suis convaincu qu'il s'agit là d'une obligation de ma part. Hein. Il y a une sorte d'état de nécessité pour préserver la vérité. Le militaire en dit plus. Le colonel Mazère et Gérard Pardini ont tenté d'incendier une autre paillote, l'Aria Marine, en mars, avec le briquet du préfet. Les propriétaires de la paillote Aria Marine, mes clients, ignoraient complètement l'identité des incendiaires. Ils pensaient avoir eu affaire à un particulier, peut-être certainement d'ailleurs mal intentionné à leur égard, puisque en plus d'incendier leurs biens, cette personne avait laissé à proximité, avait abandonné des tracts à Drogabasta dans le but de laisser à croire que les exploitants de cette paillote participaient à un trafic de produits stupéfiants. Gérard Pardini, le directeur de cabinet du préfet, est interrogé. En garde à vue, il craque. Il écrit une lettre. L'honneur me commande aujourd'hui de révéler les faits dont j'ai pu avoir connaissance pour l'affaire dite de la paillote. Gérard Pardini avoue, c'est la pression extrême exercée par Bernard Bonnet qui les a conduits à passer à l'action. Le souhait du préfet de voir détruire une paillote a été plusieurs fois évoqué avec le colonel Mazère. L'échec de la démolition sur la plage de Maresol a réactivé ce souhait. Bernard Bonnet a donné des ordres, des instructions précises pendant des semaines au colonel de gendarmerie qui les a exécutées et également au directeur de cabinet. Mais quelles sont ces instructions d'un mot Il a demandé de mettre fin à des cessations illégales d'activité par le moyen de l'incendie parce qu'il estimait à l'époque ne pas pouvoir faire autrement. Gérard Pardini explique. Concernant chez Francis, il a imprimé des faux tracts pour faire croire à un règlement de compte privé ou commercial. Le préfet l'a aidé à brûler la photocopieuse de la préfecture. Et ça dénonçait le propriétaire de la paillote comme étant un informateur, un indicateur de police. Donc c'était plutôt un stratagème désagréable d'en rajouter, non seulement de détruire sa paillote, mais en plus de le désigner comme un indicateur. C'est assez médiocre comme procédé. Ils étaient persuadés, au fond, les uns et les autres, du bien fondé de leur action. Coûte que coûte.
la paillote devait être détruite, quoi qu'il en coûte. C'était presque une mission sacrée. C'était l'honneur au fond, l'honneur de l'État, l'honneur de la République, de faire en sorte que cette illégalité permanente que constituait la paillote illégale ne perdure pas et que l'État puisse reprendre la main d'une façon spectaculaire. Le préfet Bonnet est de nouveau entendu. Il réaffirme qu'il n'était pas au courant de l'incendie de la paillote. Bernard Bonnet est mis en examen pour complicité de destruction d'un bien par incendie. Il y avait une petite jeune. Écoutez, c'est celui qui a été notifié à tout le monde, complicité de destruction d'un bien appartenant à autrui par les... Sur le plan formel... Juste la mise en examen. Enfin, en tout cas, la mise en examen était très postérieure au moment où, là encore, on avait annoncé qu'il avait fait un prétendu aveu devant le juge d'instruction, qui à ce moment-là ne l'avait pas reçu. Je dirais que c'était aux environs de 23 heures. À 1h du matin, le juge d'instruction décide de placer le préfet en détention provisoire. Messieurs, s'il vous plaît, les voitures sont rapides. C'est un séisme judiciaire. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un préfet part en prison. Dans la foulée, le colonel Mazères passe lui aussi aux aveux. Sur procès-verbal, il affirme que le préfet le pressait de passer à l'action. Écoutez, dépêchez-vous, sinon c'est moi qui vais le faire. J'en ai marre, je veux qu'on rase ces horreurs. C'est facile, il suffit d'y foutre le feu, je vous en charge. Ça, c'est ce que le préfet Bonnet vous a dit juste avant l'affaire de la paillote. C'est ce que le préfet Bonnet m'a dit et m'a maintes fois répété, notamment à l'occasion des réunions du soir où nous évoquions divers sujets, dont notamment celui des paillotes. Réentendus par le juge, les gendarmes du GPS confirment les propos du colonel. Cagoulés, en treillis, ils se sont rendus sur la plage de Caladorts, ont déposé le tract, versé de l'essence sur la paillote, craqué une allumette. Avec l'effet de souffle, le capitaine Ambrose s'est retrouvé dans les flammes. Ils ont agi sous les ordres du colonel Mazères. Les militaires du GPS sont allés faire ce coup pour en finir avec la pression qu'exerçait sur eux le colonel Mazères. On lui fait d'une certaine manière, on fait cette destruction, puis après il nous fichera la paix. Il y a l'aspect, vous voyez, il y a le scandale le scandale d'État, il y a l'affaire d'État, il y a l'affaire hyper médiatique, politico-médiatique, mais il y a également le pourquoi tout à fait simple qui peut expliquer pourquoi des officiers très bien formés, recrutés avec énormément de soins, ont pu s'engager dans une action aussi absurde. Tous, sauf le préfet Bonnet, donnent une même version des faits. À Paris, on confronte Gérard Pardigne, Henri Mazères et Bernard Bonnet. Le préfet va-t-il enfin passer aux aveux ? Malgré la confrontation avec ses anciens collaborateurs, l'ancien préfet est resté aussi dominateur et sûr de lui, il n'a pas varié dans ses propos. Moi, je crois que si même aujourd'hui, il reste certaines opérations d'instruction à mener, je ne sais d'ailleurs pas exactement lesquelles, je crois que l'essentiel a vraiment été fait, il n'y a plus rien, sincèrement, qui justifie le maintien en détention, à supposer qu'il ait été justifié jusqu'à aujourd'hui.
Un des gendarmes fait lui aussi des révélations. La paillote chez Francis n'était que le premier acte d'une série d'opérations. D'autres actions étaient prévues. Un des aspects intéressants de ce dossier, c'est que les gendarmes résistent à ce type d'action. On leur propose des actions encore plus spectaculaires. Il y a même une proposition qui leur est faite, qui est assez exceptionnelle. C'est avec le fusil M16 de Pardini, de mitrailler des façades, en quelque sorte, d'habitations nationalistes. De même avait-il été prévu des interpellations de nationalistes qui à l'époque étaient toujours en guerre les uns contre les autres, cette fameuse guerre fratricide des années 90, et qui se sentaient donc pour certains en situation de danger. Il avait été prévu de les interpeller sans signe distinctif, ni gyrophare, ni brassard, ni quoi que ce soit, afin que, se sentant en danger, ils sortent leurs armes, spéculant sur le fait qu'ils en aient eu à l'époque. Et à partir de là, les gendarmes auraient pu riposter dans des conditions factices d'une légitime défense. Dans le livre « Juge en Corse », le substitut qui a mené l'enquête raconte que le préfet a donné l'ordre de faire mitrailler la maison d'un batelier à Bonifacio. Le tireur, un gendarme, se trouve en mer à bord d'un semi-rigide. Son arme s'enraye. Le but est de raviver la guerre entre les compagnies de promenade en mer. Tout ça, c'était resté à l'état de projet. Rien n'a été, on n'a pas dans le dossier d'éléments permettant de dire que quelque chose avait déjà commencé. C'était des idées, semble-t-il, qui étaient agitées dans le groupe. 2 mois après avoir été incarcéré, Bernard Bonnet sort de prison. J'affirme avoir été victime d'un complot judiciaire, ou pour être plus précis, d'un attentat judiciaire corse commis en bande organisée. Les auteurs de cet attentat ont volé 2 mois de ma vie. Après une ultime confrontation en présence de tous les protagonistes, c'est l'heure de la clôture de l'instruction. Les prévenus ont demandé le dépaysement du procès. La Cour de cassation a dit non. Le 19 novembre 2001, le procès s'ouvre sous haute tension à Ajaccio. Le préfet Bonnet, le directeur de cabinet Gérard Pardini, le chef de la Légion de gendarmerie Henri Mazère et les 5 gendarmes qui ont mené l'opération sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Tous ont avoué, sauf le préfet Bonnet, pourtant désigné comme l'instigateur. Je pense que ce préfet s'était investi de pouvoir qu'il pensait avoir parce qu'on l'avait accordé une confiance démesurée. Les nationalistes se sont invités à l'audience. L'État voulait semer le chaos, disent-ils. Bernard Bonnet s'engouffre dans cette brèche. Il accuse les conseillers du Premier ministre de barbouzerie. Vous parlez de barbouze supérieure de Matignon, c'est ça? Ah, j'ai pas du barbouze, moi, je crois. Oh, j'ai du barbouze? Si, je crois bien. Ça m'a échappé, alors. Et vos co-prévenus, vous êtes un petit peu méprisants dans son... Ah, pas du tout. Vous parlez de barbouzerie locale, modeste. Oui, ah bah oui, parce que... Oui. Ah, bah, oui. Non, mais... Non. J'ai pas parlé des co-prévenus, là. Ah bon? Je suis allé évidemment comme témoin aux 2 procès, en première instance et puis en appel, après à Bastia. Je ne sais pas non plus ce qu'il a laissé entendre au colonel de gendarmerie et au directeur de cabinet. C'est ça le plus troublant, parce que Clotilde Walter et moi, on est entendus par les magistrats instructeurs. On n'a pas de difficulté à expliquer qu'on y est pour rien et qu'en plus... quel était l'intérêt du gouvernement de lancer cette affaire. Enfin, le Premier ministre n'était pas obsédé par les paillotes. Bon. Et puis, rien n'est trouvé, ni dans les communications, ni rien. Voilà. En revanche, donc nous, finalement,
on est rapidement mis hors de cause, même si les journalistes sont sur le trottoir de Matignon pendant un certain temps en attendant qu'on sorte avec des menottes aux mains, mais ça se passe pas comme ça. Le procureur décrit un préfet qui n'a pas supporté les oppositions à la politique d'état de droit. Les avocats demandent la relaxe. Le préfet écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. 30 mois de prison, dont 6 fermes pour Gérard Pardini et le colonel Mazère. 2 ans, dont 6 fermes pour le capitaine Ambrosse, le chef du commando, et 18 mois de prison avec sursis pour les 4 gendarmes. Que s'est-il passé ? Comment des gendarmes d'élite, des hauts fonctionnaires, se sont-ils transformés en incendiaires ? Tous évoquent un contexte de tension, de huis clos à la préfecture, un devoir d'obéissance exacerbé par le contexte. Bernard Bonnet a, je dirais, surinvesti lui-même, personnellement, sur la mission qui lui était donnée. Il s'est isolé, cloîtré dans une préfecture qui, finalement, est devenue une sorte de bunker avec très peu de personnes autour de lui, son directeur de cabinet, le colonel Mazère qui venait régulièrement, pratiquement tous les jours, prendre ses instructions à la préfecture d'Ajaccio. Et c'est comme ça que, je dirais, est né le contexte qui a débouché sur l'affaire des paillotes. Là, on sortait de l'assassinat du préfet Irignac. La tentation, c'est de s'affranchir des règles de droit. Un État peut, pour des bonnes raisons, parce qu'il y a une crise majeure, et de se dire, on s'affranchit du droit et on se donne des moyens pour. Et ça me paraît très dangereux dans une démocratie. Encore une fois, hors temps de guerre. En temps de guerre, les choses sont différentes. Donc, revenons au grand principe. Et je dis toujours, à situation extraordinaire, réponse ordinaire. Après l'assassinat de Claude Érignac, nombreux soutiennent le préfet Bonnet dans sa volonté de rétablir l'état de droit. Mais ces méthodes désastreuses vont décevoir. En mars 1999, aux élections territoriales, les nationalistes doublent leur voix. C'est vrai que et l'affaire de la paillote y participera, d'abord parce qu'elle ridiculisera beaucoup l'État, puisque d'une certaine façon, le GPS fera un attentat exactement de la même façon que les attentats du FLNC. Là, les GPS, ils en font un et ils se font arrêter. Ils perdent leur cagoule et ils perdent une boussole. Donc, une boussole sur laquelle il y a marqué gendarmerie. Donc, c'est assez rapide, c'est assez facile de retrouver qui a fait cet attentat. Donc, ça va participer au discrédit, bien sûr, de l'État. Et puis, oui, comme toute forme de terrorisme d'État, même si le mot est peut-être un peu dur pour cette opération-là, ça ne peut que susciter l'adhésion de gens qui tiennent comme discours qu'ils sont des victimes de la violence de l'État. Personne ne peut croire un seul instant. Le gouvernement n'est pas mis en cause, mais a-t-il commis une faute politique ? Monsieur le député. Il y a une faute politique. Il y a une faute politique parce que il y a la mise en place des conditions de la création de cette espèce de justice d'exception. Parce que la gouvernance, finalement, dans le cadre de l'affaire Bonnet, n'a pas été convenablement respectée. Il y a eu des querelles de services qui n'ont cessé de durer. Et puis, la pression mise sur le pouvoir Bonnet, sur le préfet Bonnet, l'importance de ses pouvoirs, a fait en sorte qu'il s'est senti autorisé à sortir de la logique de l'état de droit classique pour créer un corps d'exception. Et dès que, en matière sécuritaire en particulier, on s'appuie sur des corps d'exception, c'est-à-dire des corps non contrôlés, non prévus par la chaîne administrative, comme l'a été le GPS, inévitablement, on sombre dans, là, ce qu'on pourrait presque qualifier de terrorisme d'État. Faute politique, pression due au contexte, 20 ans plus tard, Bernard Bonnet concède avoir fait preuve d'une certaine brutalité.
Moi, ce que je crois, c'est que ça a été trop brutal, trop général, cette opération de rétablissement de l'état de droit, et elle a manqué de sélectivité. Alors, ces résultats ont été particulièrement efficaces, que ce soit des élus mis en cause, des organismes qui ont été dissous et reconstruits, etc. Mais c'était trop brutal, et surtout trop général, plutôt que brutal, trop général, manquant de nuances. Le préfet à la retraite reste convaincu d'avoir été condamné sur la base d'une infraction qui n'existait pas. La justice dit 3 choses. M. Ferraud n'est pas propriétaire de la paillote, il n'est pas exploitant commercial puisqu'il n'a pas de titre d'exploitation, et la justice lui a ordonné de quitter le domaine public. Donc ce triple argument vidait le fondement juridique de ma condamnation. Et je me suis servi avec mon avocat de cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille que j'ai porté à l'attention des magistrats de la Cour d'appel de Paris qui étaient chargés de l'exécution de ma condamnation. Et naturellement, ça a jeté un trouble. Et en octobre 2006, la Cour d'appel de Paris a définitivement clos le dossier, je dirais par un arrêt qui s'apparente à une libération conditionnelle sans condition. Mais Bernard Bonnet persiste. Il n'a jamais donné l'ordre d'incendier la paillote. Je suis l'instigateur, en ce sens que l'application des décisions de justice concernant les paillotes, c'est moi qui m'en suis occupé à la demande du gouvernement, donc là je suis instigateur. J'avais réglé ce problème en fixant les dates de destruction de chacune de ces paillotes, dont celle de Ferraud le 13 avril, mais les opérations clandestines, je ne les assume pas. On m'a mis le feu et c'est dû être arrosé avec de l'essence ou du gasoil puisque ils n'ont même pas eu le temps d'intervenir. Il faut arrêter de s'approprier à des fins privées, sans aucune autorisation, le littoral. Moi, je dis que s'il fallait démolir, j'étais prêt à le faire de moi-même. D'ailleurs, j'ai signé un procès-verbal. C'est un espace naturel pouvant présenter un intérêt écologique qui est ouvert à tous. On vient de le voir, le préfet a décidé de faire démonter les paillotes qui occupent le domaine public maritime. La disparition de cette paillote qui a fait les beaux jours du festival Calvi on the Rocks. « 20 ans plus tard, les paillotes continuent de provoquer de vives tensions. À Calvi, élus et professionnels veulent empêcher la démolition de l'établissement Mara Beach, qui sera finalement détruit. À Porto Vecchio, c'est ville morte. Maires, commerçants protestent contre le refus de l'État d'accorder des autorisations. On a un problème sur des occupants sans titre qui, depuis plusieurs années, occupent très largement les plages en particulier, privatisent des plages. On a reçu 5 refus, particulièrement d'hôtels. Pour la plupart, ce sont des propriétaires de paillotes et ils craignent que leurs autorisations d'occupation du littoral soient refusées. En sorte que ces installations n'aient pas lieu. Ça fait vivre 500 familles. Je crée quand même 20 emplois, j'ai quand même 20 familles derrière. Je reste convaincu que les paillotes, c'est bien, mais c'est bien 6 mois par an, qu'on les construit et on les enlève et on les remet. Quand je vous dis que le domaine public, c'est la propriété de l'État, en réalité, c'est un bien commun qui a été confié à l'État mais c'est un bien commun. Donc on ne peut pas se l'accaparer. Il y a une marée dans les affaires humaines, le flux porte au succès, mais si l'on manque sa chance, la vie s'échoue sur le sable
avait confié le préfet Bonnet au lendemain de l'incendie de la Paillote. Placé hors cadre, le préfet Bonnet n'a plus jamais retrouvé de fonction. La carrière de son directeur de cabinet, Gérard Pardigne, aujourd'hui chargé de mission au ministère de l'Intérieur, a été cantonnée à des tâches administratives. Quant aux officiers, certains ont quitté la gendarmerie, d'autres ont continué à gravir les échelons. Le capitaine Norbert Ambrosse a été tué en intervention, promu lieutenant-colonel à titre posthume, comme une manière de retrouver une reconnaissance perdue. Quant à la Paillote chez Francis, elle disparaît désormais de la plage en hiver pour réouvrir au mois de mai. Elle sert toujours de la langouste et fait le plat en été. Symbole de l'impuissance de l'État à faire respecter ses propres lois en Corse, les Paillotes continuent à faire parler d'elles. L'État continue de gérer l'occupation du domaine public maritime au coup par coup avec plus ou moins de fermeté, selon le climat politique et non pas sans remous.